Dans ce documentaire, on verra les aspects plus importants de la dynastie mérovingienne. Et on va aussi aborder les aspects plus intéressants du règne de Dagobert. Les Mérovingiens correspondent au groupe de rois fermes appartenant à la tribu des Saliens qui était située dans la Gaule. La civilisation mérovingienne obtient son nom d'un ancêtre appelé Mérové, qui a une légende fabuleuse sur sa naissance. La légende raconte que Clodion résidait avec sa femme sur le bord de la mer. Or, tandis que celle-ci était allait se baigner à midi dans la mer, une bête de Neptune, semblable à un minotaure, se jette sur elle. Comme dans la suite, elle était devenue enceinte, soit de la bête, soit de son mari. Elle enfanta un fils nommé Mérové en 447. Mais cependant, la dynastie commence avec lui en 481 et finit en 751 après Jésus-Christ. Les rois mérovingiens sont polygames et possèdent des sarons. L'objectif est de préserver le sang royal et donc ne pas mélanger à d'autres lignes pour des raisons politiques ou pécuniaires. La vertu mérovingienne vient du sang et de la sauvegarde de la race indépendante. Les rois mérovingiens sont également appelés les rois aux cheveux longs, car leur chevelure était un symbole de pouvoir magique. La pire recommandation pour un mérovingien était d'être tendu, ce qui est souvent pratique. La dynastie royale comprend 40 souverains et leur généalogie est complexe du fait de la polygamie et plusieurs mariages entre mérovingiens. La vie économique des Mérovingiens est avant tout rurale. Après les invasions, les chaussées romaines mal entretenues perdent progressivement leur utilité et le commerce diminue de plus en plus. Dès lors, on vit surtout des ressources du sol. La terre redevient la seule grande richesse. La forêt était essentielle à l'alimentation. Viande, fruits, sauvages, miel. À la cuisson et au chauffage, à la construction, aux industries du verre et du métal, au package des animaux domestiques, particulièrement des porcs. Les hommes des temps mérovingiens restent chasseurs, cueilleurs et éleveurs. Dans cette dynastie, on peut voir aussi qu'il avait beaucoup de difficultés. Selon l'histoire, on peut trouver que la mortalité infantile était très forte. Et il y avait de différentes raisons. Par exemple, le raquitisme, la tuberculose, les caries dentaires, les épidémies, et particulièrement la peste qui venait de Byzance. Dans cette époque, mourir à 45 ans était considéré comme normal. Vie sociale. Bon, concernant la vie sociale, il y avait un grand goût pour les costumes d'apparat, lequel possédait plusieurs attributs selon la fonction de chaque représentant de l'oligarchie. Cependant, l'influence du christianisme a ses effets en plusieurs aspects, par exemple la vie sociale. Concernant le rang social, plusieurs familles qui rejettent auront besoin de faire généreuses donations à l'Église, par exemple plusieurs fondations pieuses, comme une manière de défendre et de montrer leur rang dans la société. D'autre part, les chefs de guerre, les marchands et les paysans se faisaient reconnaître par leurs armes. Par exemple, l'épée de cavalier à double tranchant pour les chefs de guerre et une épée courte à entrechamp pour les autres. La plupart des hommes possédaient au moins l'épée courte, qui avait la fonction d'arme et aussi d'outil. Par rapport aux femmes, elles utilisaient de très beaux tours pour montrer leur rang. En plus, les femmes appartenant à l'aristocratie mérovingienne étaient des érudites. Pour cela, les femmes étaient responsables de l'éducation de leurs enfants et des œuvres de piété. En effet, quelques femmes utilisaient leurs richesses pour fonder des monastères. Dans cette dynastie, la religion a eu un rôle tellement important. Elle a marqué la transition du polythéisme au monothéisme et aussi elle a établi une alliance politique religieuse indispensable pour établir l'Empire franc. On doit commencer par Clovis, qui est considéré comme le véritable fondateur de la dynastie. Il était païen, mais il s'est marié avec Clotilde, qui était catholique.
Un jour, Clovis était à la bataille de Tolbiac contre les Allemands. Et voyant son armée menacée d'extermination, il a renié ses dieux. Et il a invoqué les dieux des chrétiens en lui promettant de se convertir au catholicisme si la victoire lui était accordée. Et oui, il a gagné. Clovis a raconté à la reine la raison de sa victoire et il a laissé baptiser ses 2 premiers enfants. Mais après d'avoir reçu le sacrement, son premier enfant est mort. Clovis a pensé que son enfant aurait survécu s'il n'avait pas été voué le dieu de Franck. Clotilde a appelé rapidement Saint-Rémy, qui était l'évêque de Rémy, et il est arrivé et il a convaincu Clovis de se convertir. Clovis a décidé de se baptiser avec presque 3000 soldats de son armée un jour de Noël. De cette manière, l'Église a obtenu la protection des parts de Franck et Clovis profite de l'expérience et le crédit d'une Église respectée par une partie des notables et écoutée par une frange de la population gallo-romaine. Un personnage très important de cette dynastie est Clovis. Clovis est très important alors de parler des Mérovingiens. Clovis était encore très jeune quand il est devenu roi de France et le premier monarque français. Il est devenu ambitieux et a réussi à subordonner plusieurs tribus franques. En plus, Clovis est le premier roi barbare à se convertir au catholicisme. Et en effet, sa femme Clotilde était catholique. Il est devenu catholique après avoir gagné une bataille. Cet aspect a eu un grand impact car il a représenté une alliance entre le royauté et la religion. Plus tard, l'Église aura une grande influence dans la civilisation mérovingienne. Plus tard, avec le fils de Clovis, le royaume franc agrandit. Nous allons parler de Dagobert Ier. Il règne sur l'Austrasie de 622 à 632, puis il devient le roi de Francs de 629 à 639. Son royaume couvre alors une partie de Belgique et au sud de l'Allemagne. Son royaume était très court parce qu'il meurt à 36 ans. Il était un des rois plus importants de la dynastie mérovingienne. Il était un roi diplomate, de bonnes relations avec les royaumes de Bretagne et l'Empire byzantin. Aussi connu pour créer une politique et pour contrôler la création des pièces et des monnaies, et la loi salique. Cette loi couvre alors 2 points. L'héritage de femmes. Les filles ne peuvent pas hériter de la terre dûment paternelle. Les hommes héritent donc la totalité. Le prix du sang. C'était une amende qu'il fallait payer lorsqu'on avait commis un crime ou prononcé une injure. Nous devons aussi parler de la basilique Saint-Denis, où les rois de France seront systématiquement enterrés à partir du règne de Saint-Louis au XIIIe siècle. Mais pour parler de Dagobert, nous devons mentionner aussi la chanson de Le bon roi Dagobert. De quoi s'agit cette chanson? Bien, il s'agit de que le roi Dagobert a mis son culotte à l'envers. Mais il vraiment a mis son pantalon à l'envers? Bien, je vais l'expliquer un peu. Dagobert, dans cette chanson, passe par un incapable ne pouvant se prendre en charge seul. Il avait besoin donc de son conseiller pour lui dire quoi faire. Mais cette chanson n'y avait pas pour but de se moquer de Dagobert lui-même, mais plutôt de Louis VI. Bien. Mais maintenant, nous allons parler un peu de la relation de le bon roi Dagobert. Bien. Il avait 4 reines. Oui, 4. Son première épouse était Comatrude, à laquelle il n'aimait pas parce que son père lui avait choisi. Puis, Nathilde, une fille de service qui restait sa préférée. Balfegonde, Berchilde et Renatrude. L'épouse en 630. Elle a une fille du roi, Sigebert. Mais maintenant, nous allons parler un peu de l'histoire d'amour
entre Nathilde et Dagobert. Bien, Nathilde était la seule qui eut réellement droit à le titre de reine. Elle était une fille de service quand Dagobert a tombé amoureux de lui. Mais son origine est inconnue parce qu'elle descend peut-être d'un affranchi d'origine slave ou d'un seigneur bovine. Cependant, on peut dire que Nathilde n'était pas bête parce qu'avant d'être avec Dagobert, elle lui a demandé de se divorcer de Gomatrude. Et il lui a promis que les filles mêles qu'elle lui donnera vont hériter ce royaume. Mais avant de se marier avec Nathilde, le conseiller de Dagobert lui a rappelé ses devoirs chrétiens et qu'il doit être un exemple pour son peuple, mais comme son union avec Gomatrude n'a pas été consommée, il obtient l'annulation. Cependant, Nathilde a dû signer un contrat où se trouve un clause singulière. Le roi peut s'unir avec autant de concubines qu'il le souhaitera. Alors, quand Dagobert a quitté la cour pour une expédition en Australie, là, il connaissait Ermenstrude, une jeune noble indigène, et de cette union naissait le futur Sigebert III, roi d'Austrasie. Mais avec Nathilde, a procréé un garçon qui s'appelait Chloé II. Après la mort de Dagobert en 639, le maire du palais, Aega, devait prendre le pouvoir avec Nathilde, parce que son fils n'avait pas l'âge pour le prendre. Alors, en 642, Nathilde joue un rôle politique. L'héritage de la civilisation mérovingienne est vraiment vaste, concernant différents aspects comme la société, par exemple les diverses formes de démontrer ou défendre le rang dans la société, aussi le rôle de la femme, etc. Et concernant la religion, par exemple, la conversion de Clovis, qui était barbare au catholicisme, cet aspect a eu un grand impact aussi dans la société. Et concernant la vie économique, les ressources du sol, du forêt, les industries du verre et du métal, le package des animaux et domestiques, la chasse, etc.